Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce forum live Libération organisé en partenariat avec Google, les cités numériques quand Internet change nos villes. 3 tables rondes pour réfléchir aux conséquences d'un numérique devenu omniprésent dans nos vies, une évolution accélérée ou amplifiée par la crise du Covid-19. Avec nos invités, nous allons observer les conséquences de l'explosion des usages numériques sur l'organisation de nos villes, la mobilité, les nouveaux modes de travail ou de consommation, mais aussi réfléchir à la gouvernance à mettre en place pour accompagner ces évolutions et penser l'articulation du numérique avec le développement urbain et la préservation de l'environnement. Pour débuter cette soirée, arrêtons-nous tout d'abord sur les nouveaux rapports à la ville induits par le développement du numérique. Et pour ce premier débat, j'accueille Sébastien Missoff, directeur général de Google France. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Saskia Sassen, économiste et sociologue à l'Université de Columbia à New York. Bonsoir. Bonsoir. Et Jacques Lévy, géographe, directeur de la chaire Intelligence spatiale à l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation et d'être présents en distanciel, selon l'expression consacrée. Une illustration parfaite de l'intégration du numérique dans nos nouvelles vies. Alors on le constate quotidiennement, les faits sociaux majeurs que sont le télétravail et la consommation en ligne pourraient bien remettre à plat la géographie de nos espaces urbains. Sébastien Missoff, l'utilisation de ces outils numériques fait de Google un observateur privilégié de l'évolution de nos modes de vie. Quels changements avez-vous observés depuis 1 an et comment les avez-vous accompagnés ? Merci beaucoup. Alors en effet, on voit que ces usages dessinent les contours d'une nouvelle organisation spatiale et il y a plusieurs exemples qu'on voit aujourd'hui. Le premier, le plus évident, est l'explosion et l'accélération du télétravail. Après 12 000 ans d'urbanisation, il y a une sorte de retour au nomadisme. On peut travailler de n'importe où et on voit que ça soulève un certain nombre de questions sur le rapport à l'espace, avec des opportunités extraordinaires. On a vu, j'ai vécu 7 ans en Californie, combien le fait que tout le travail était dans un petit endroit géographique soulevait un certain nombre de questions d'égalité, d'accessibilité au logement, et combien le télétravail, dans ce cas-là, va pouvoir permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités. Le deuxième changement qu'on voit, c'est à travers ces nouveaux outils et le paradoxe d'Internet, qui est particulièrement et entièrement global, permet d'avoir des réponses très locales. On l'a vu pendant le confinement avec des outils comme Google My Business qui vous permet partout dans le monde de voir à moins de 500 mètres où est le boulanger, où est le fleuriste, où ces éléments. Et donc toutes ces informations contribuent de nouveau à faire vivre la vie de communauté. On peut savoir quel est le libraire le plus près de chez nous, qui a tel ou tel livre de Jules Verne, et donc de recréer ce lien très local. Et puis finalement, un troisième exemple, peut-être autour de la mobilité, où on le voit, où tout l'enjeu est de fluidifier la circulation, de trouver les chemins, les routes qui permettront aux uns et aux autres de se déplacer en limitant le temps de trajet et donc ainsi peu à peu réduire la pollution. Mais on voit combien ces outils-là vont être potentiellement extraordinaires pour redéfinir ces espaces. Mais il y a aussi 2 dangers, et je pense qu'on va en reparler aujourd'hui plus longuement. Le premier est lié à la vie privée, à la protection des données personnelles, de faire en sorte que ces outils-là ne se fassent pas au prix de perte de cette liberté individuelle ou de ces données-là. Et tout l'enjeu est d'utiliser ces outils en permettant une géolocalisation, mais qui soit pas au niveau des individus et qui soit au niveau de cohortes. On le voit aujourd'hui, si vous êtes sur Google Maps et on vous dit que telle ou telle route va être encombrée, ce n'est pas fait avec des données individuelles, c'est fait avec ce regroupement de ces données qui sont anonymisées. Et puis le deuxième enjeu, on a vu et on a appris des enjeux dans l'organisation spatiale précédente de difficultés pour les uns et pour les autres et d'inégalités. Et je pense que tout l'enjeu qui est absolument clé pour se préparer à ce nouveau chapitre est un enjeu de formation, de faire en sorte que partout sur les territoires, les hommes, les femmes, les jeunes, ceux qui cherchent du boulot, les artisans, les commerçants, comprennent et maîtrisent le mieux possible ces outils. Et c'est en tout cas le cœur de notre engagement, avec la conviction que plus on maîtrisera ces outils,
plus on permettra à ce nouveau chapitre qui s'ouvre d'être le plus équitable possible. Exactement, et je crois que c'est vraiment l'un des enjeux phares. Saskia Sassen, vous êtes sociologue, vous avez beaucoup travaillé sur les questions d'inégalité. Est-ce que cette conversion massive au numérique ne risque pas justement de créer de nouvelles inégalités dans l'accès à la ville, avec d'un côté le risque d'avoir ceux qui maîtrisent le numérique et de l'autre ceux qui n'ont pas les codes et qui peuvent être peut-être bien plus nombreux que ce qu'on imagine? Oui, c'est ça justement, que beaucoup de gens, oui, ils peuvent avancer leurs projets, etc., mais il y a les autres. Et c'est certainement dans une ville comme New York, une grande ville, mais où les pauvres vraiment n'ont pas un bon accès à toute une série de conditions qu'ils devraient avoir. Alors, c'est quand même assez problématique ça, hein. Comme il me semble, il y a une espèce de deux mondes maintenant. Je ne crois pas dans une ville comme Paris, parce que vous êtes vraiment très sérieux à Paris. C'est très bien managé. Mais New York, c'est un peu un désastre. Et si vous étiez là, vous avez vu probablement ce que je dis, non? Alors, je crois que là, il y a une problématique qui est différente de la problématique peut-être dans l'Europe. C'est intéressant et peut-être Jacques Lévy, le géographe que vous êtes justement, comment analyse-t-il ces mutations liées au numérique et les nouvelles organisations de l'espace qui sont induites par cette évolution? Je pense qu'on a eu la chance, malgré le malheur que représente cette pandémie, d'avoir une expérimentation extrêmement massive et extrêmement riche d'un décalage de ce qu'on peut appeler le tableau de bord des métriques, c'est-à-dire la manière dont on organise la combinaison entre la télécommunication, la coprésence dans la ville, mais aussi chez soi, et la mobilité. Et donc, on a vu que la télécommunication avait répondu présent. Je pense que cette épidémie, il y a 10 ans, même il y a 10 ans, et peut-être même il y a 5 ans, n'aurait pas donné le même résultat parce que la puissance de feu, je dirais, du numérique n'était pas la même. Donc, on a vu que ça marche très bien pour un certain nombre d'activités qu'on pourrait qualifier de techniques par rapport à ce qu'on pourrait appeler la serendipity. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des choses qu'on peut programmer. Et là, le numérique, ce qu'on est en train de faire actuellement, on l'a programmé depuis plusieurs semaines. Et donc, on se retrouve au même endroit, au même moment, grâce au numérique. Il y a beaucoup d'autres choses, et qui sont, à mon avis, de plus en plus importantes, qu'on ne peut pas programmer, qu'on ne peut pas espérer programmer. Là, il peut y avoir une illusion, je dirais, de la programmation. Et évidemment, programmation, c'est aussi un mot qui est courant dans le monde de l'informatique. Et donc, un certain nombre d'informaticiens, enfin de gens qui ont une culture informatique, pourraient croire que finalement, tout va être programmé, alors qu'en fait, ce qui est le plus créatif et ce qui est le plus interactif, on l'a vu avec l'enseignement, eh ben, ça ne marche pas très bien quand on utilise la distance, enfin le distanciel, c'est-à-dire la télécommunication. Donc, il me semble que ce qu'on a vu pendant cette période, ce qu'on continue à voir, c'est qu'on a pu caler en fait la zone d'excellence du numérique, mais on voit aussi ces marges où ça ne marche pas. Et dans les domaines aussi où ça ne marche pas, il y a tout ce qui est le service exigeant une interaction directe. Vous ne pouvez pas vous faire coiffer uniquement par Zoom. Vous avez besoin d'aller chez le coiffeur. Et on a vu aussi l'importance des librairies. Alors ça, c'est un phénomène effectivement peut-être plus européen que nord-américain, mais les gens sont attachés aux librairies, même s'ils peuvent acheter des livres à distance sur des plateformes qui vont leur apporter des livres rapidement. Donc, on voit aussi que là, on a touché un peu des butées, des limites, et donc, on a un paysage finalement qui est beaucoup plus complexe qu'on aurait pu le penser avant. Alors, comme vous le dites, aller chez le coiffeur, on peut trouver son coiffeur sur Google et y aller grâce à Waze, mais Sébastien Missoff,
Les usages numériques ne sont pas un paramètre suffisant pour penser la ville de demain. Il faut y inclure évidemment une dose de vision politique, des idéaux. Comment, lorsqu'on qu'on travaille chez Google, est-ce qu'on réfléchit, est-ce qu'on pense cet aspect de la chose, sachant que vous êtes plutôt habitué à être attaqué sur, justement, vous le disiez, les thématiques de captation de données, de privatisation, certains disent d'ailleurs, du risque que ça peut amener. Donc, quelle vision politique, quels idéaux on arrive à insuffler à un projet numérique et à des outils tels que les vôtres? Alors, vous avez utilisé le mot outil. Je pense que d'abord, le premier élément, c'est que c'est uniquement des outils et c'est ce qu'on décide d'en faire qui permettra aux uns et aux autres de le faire. C'est clé de revenir sur ça. Le deuxième point, c'est que ce sont des discussions qu'on a les uns avec les autres au niveau d'une communauté, au niveau d'une ville. On peut avoir cette discussion avec la mairie du 9e arrondissement sur comment ces données de circulation peuvent aider l'agglomération, la métropole, la ville à prendre un certain nombre de décisions. On a fait ces partenariats avec un certain nombre de villes, d'agglomérations en France, pour donner ces données de circulation qui sont évidemment utilisées par la communauté pour avoir ces informations. Donc, le deuxième point, c'est vraiment ce dialogue et utiliser ces données, utiliser ces outils tous ensemble pour avoir ces solutions. Et puis le troisième sujet qui est autour de la transparence, et je pense qu'on revient sur ces sujets-là, si on prend le monde du tourisme, qui a changé beaucoup depuis un an, les destinations qu'on cherchait l'été dernier ou il y a 2 ans ne sont pas les mêmes qu'on cherche cette année. Et tout l'enjeu est de donner accès à ces données aux villes, aux métropoles, aux régions, pour les accompagner sur ces sujets-là. On a récemment invité plusieurs centaines d'acteurs du tourisme pour leur apprendre à utiliser des outils comme Google Trends qui vous permettent en temps réel de savoir quelles sont les îles grecques les plus populaires cette année, quelles sont les destinations en Bretagne où on a besoin d'aller. Et de nouveau, en apprenant à accéder à ces données, on avance. Et puis, je pense que c'est une question dans la question, mais soulève aussi la question de l'organisation, puisqu'à partir du moment où on a ces données au niveau local, au niveau national, comment on s'organise au niveau d'une région pour avoir quelques analystes qui sont capables d'aller chercher ces données et ensuite de les partager avec chaque maire de chaque commune. Et donc, de nouveau, de voir quel est le rôle de la région, quel est le rôle de l'analyste au niveau de cette région pour permettre à chacune des agglomérations dans cette région de réussir le mieux possible. Donc Saskia Sassen, on peut dire que malgré tous ces changements, malgré toutes ces évolutions, la ville reste bien cet espace stratégique où s'exerce le pouvoir. Oui, je crois que la ville devient un espace plus et plus important, en effet, même s'il est très partiel. Alors, dans chaque grande ville, il y a beaucoup de gens pauvres, certainement dans une ville comme New York ou comme Londres, et il y a ceux qui ont gagné beaucoup de pouvoir. Alors, il me semble qu'il y a une espèce une manière dont la nouvelle technologie ont changé the rules of the game. Comment on dit ça? Vous comprenez? Les règles du jeu. Alors, on manque, je trouve, on manque le vocabulaire qui nous permet de comprendre que le technologique est maintenant partiel, mais très important. Alors, le fait que c'est partiel devient invisibilisé, it sort of disappears, parce qu'on pense que c'est tout la technologie. Et c'est pas comme ça. Dans une ville, il y a de tout, n'est-ce pas? Alors, pour moi, c'est important de récupérer. Oui, la nouvelle technologie avance et devient plus importante, mais c'est aussi le cas qu'une ville ne peut pas seulement dépendre de toutes ces nouvelles technologies. Alors, il faut y récupérer. Et peut-être en France, vous êtes beaucoup mieux que, disons, à Londres, où je sais maintenant, ou à New York. Mais il faut vraiment récupérer dans ces deux villes la notion que le technologique et le gens font partie fondamentale de ce que peut être une ville, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas seulement la technologie, c'est les deux. Et comment faire ces duos, hein? Travailler d'une belle manière, ça c'est un défi, ça c'est pas facile. Alors on a fait beaucoup d'erreurs, certainement à New York.
Quelle est la plus grosse, selon vous, d'ailleurs, erreur à New York? Parce que vous opposez le modèle anglo-saxon à nos villes européennes. Je comprends que vous distinguez derrière cela peut-être le libéralisme plus anglo-saxon à une peut-être tradition plus centralisée ou régulatoire de nos cités européennes. Mais je crois que les Américains ont quand même été aussi assez précurseurs. Alors, même jusque dans les erreurs, peut-être que les smart cities qu'on avait imaginées il y a quelques années ne seront pas les utopies aussi complètes ne se révèlent pas des utopies aussi complètes une fois réalisées avec de vraies personnes et dans de vrais lieux. Mais qu'à votre avis, quelles sont les erreurs qu'a fait New York et qu'il nous faudrait, nous, éviter et comment y travailler? Je crois que vous, en Europe, vous avez déjà éviter les erreurs qui sont vraiment négatives dans une ville comme New York et des autres villes américaines. Et c'est le fait que tout est privatisé et qu'il y a beaucoup de gens très pauvres ou de gens qui ne sont pas tellement pauvres, mais quand même, ils ne peuvent pas, vous savez, acheter toutes les choses. Alors, c'est une ignorance produite par la manque d'une considération qu'il y a beaucoup de gens pauvres dans une grande ville comme New York et qu'il faut les aider, pas les oublier, mais les aider, aussi pour le bien de la ville. Alors là, il y a pour moi vraiment une espèce de... Moi, je suis hollandaise, alors nous, les Hollandais, nous ne sommes pas tout à fait comme les Américains, disons, n'est-ce pas? Mais les Américains ont une facilité de oublier tous ceux qui sont les pauvres. Ah, mais c'est formidable, vraiment. Oui, donc la ségrégation numérique s'ajoute finalement, d'une certaine manière, aux différences, aux inégalités existantes. Si on change d'aisselle, Jacques Lévy, on parle beaucoup des espaces urbains comme des entités, ou périurbains comme des entités finalement qu'on imagine assez homogènes comme ça quand on parle. Mais ces changements de la ville, ils se produisent aussi à l'échelle, j'allais dire, plus nationale ou internationale, entre les villes elles-mêmes. On voit le rééquilibrage sur les villes moyennes depuis quelques mois du confinement, la recherche des populations de nouveaux espaces plus verts, plus aérés, plus ouverts, mais toujours interconnectés ensemble et toujours connectés sur le monde. Oui, il y a plusieurs manières de faire des villes qui marchent. J'insisterai quand même, puisque vous avez utilisé le mot Smart City, sur l'idée que ce ne sont pas les technologies récentes qui rendent la ville intelligente. En fait, la ville, c'est un système technique en soi qui est très intelligent tout en étant très simple. C'est mettre le maximum de choses, de gens, d'idées dans un minimum d'étendue. Et ça marche. Et je dirais que ça marche de plus en plus, et pas seulement avec les nouvelles technologies, parce que je pense que la ville industrielle, c'était une ville qui profitait de la masse. Aujourd'hui, ce qui permet la productivité des villes, c'est le nombre de liens possibles qui peuvent fonctionner par le numérique, mais aussi par le café, par la rue, etc. Et donc, on se trouve dans une situation où la télécommunication, ça a été prouvé pendant la pandémie, mais l'urbanité aussi et la mobilité, on a parlé du tourisme, bah, ce sont des biens publics. Ce sont des biens publics qu'ils soient privatisés ou pas. Et là, je pense que Saskia a raison de dire qu'il faut une régulation publique parce que ce sont des biens publics. Actuellement, les GAFA ont une responsabilité politique, on le voit bien avec les questions de censure, de liberté d'expression, qui ne sont a priori pas équipées pour remplir. Peut-être qu'ils vont réussir à le faire dans un dialogue avec le politique, mais en fait, on a vu à quel point l'urbanité était tout à fait importante, la télécommunication tout à fait importante, la mobilité, et que en fait, ça échappe simplement à l'action individuelle ou à l'action des entreprises, aussi énormes soient-elles, parce que ça pose des problèmes politiques dont tous les citoyens, à mon avis, doivent se préoccuper. Alors, Sébastien Missoff, vous parliez tout à l'heure d'outils, en disant que les instruments offerts par Google sont d'abord des outils et qu'ils ne deviennent que ce qu'on décide d'en faire. Comment est-ce que dans ce débat ou ces échanges avec les pouvoirs publics dont parle Jacques Lévy pour installer cette régulation, comment est-ce que Google se positionne et quelles sont les actions, les discussions dans lesquelles vous êtes engagé? Absolument. Alors, les sujets sur énormément de sujets. On peut en parler un. Jacques parlait peut-être du sujet autour de la démocratie, autour de l'information.
un des sujets en ce moment est autour de la réflexion, autour de l'implémentation des droits voisins, qui est un enjeu clé. Et ça a été tout le sens des discussions qu'on a pu avoir depuis plusieurs mois avec les éditeurs de presse, avec les agences de presse, pour trouver des solutions sur ces nouveaux modèles, pour continuer à permettre de se réinventer et de venir nourrir, dans ce cas-là, le débat démocratique. Merci à tous. On l'aura compris, le numérique ouvre de nouveaux espaces, un nouvel imaginaire de la ville, mais peut aussi, sans contrainte ou sans régulation, renforcer les inégalités existantes, voire en créer de nouvelles. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre Forum Live Libération en partenariat avec Google pour parler gouvernance du numérique et Big Data. Merci à tous les trois.